L'homme de la morgue. Dans la ville de Brazzaville, un homme nommé Julien travaillait à la morgue depuis près de 10 ans. Calme, discret et très professionnel, il avait l'habitude des silences pesants et des couloirs froids. Rien ne l'étonnait, jusqu'à cette fameuse nuit. Ce soir-là, il pleuvait fort. Le tonnerre grondait comme un avertissement venu d'ailleurs. Julien faisait son tour habituel, vérifiant que tout était en ordre. Il s'arrêta devant un casier numéroté 17, récemment occupé par une femme décédée dans des circonstances mystérieuses. Soudain, les néons clignotèrent. Le silence fut brisé par un bruit léger, presque imperceptible, un sanglot. Julien se retourna brusquement. Devant lui se tenait une silhouette pâle, aux longs cheveux mouillés, les yeux grands ouverts, vides. C'était la femme du casier 17. Elle le regardait, sans bouger, sans parler, mais son regard semblait crier quelque chose. Julien, glacé, tenta de faire un pas en arrière, mais la femme leva lentement la main et pointa le mur. Une inscription apparut, tracée comme par une main invisible, « Je n'étais pas morte ». Et en un instant, elle disparut. Julien n'a plus jamais mis les pieds dans cette pièce. Depuis ce jour, personne ne veut s'approcher du casier 17. Même les nouveaux employés sentent qu'il y a quelque chose qui veille. Le lendemain matin, encore bouleversé par ce qu'il avait vu, Julien tenta de se convaincre qu'il avait rêvé. Mais l'inscription sur le mur était bien là. « Je n'étais pas morte », gravé à même le béton froid. Il décida alors de consulter les dossiers, fouillant le registre des entrées de la morgue. Il retrouva la fiche de la femme du casier 17, Marie-Ange Bemba, 29 ans, retrouvée sans vie chez elle. Cause du décès, overdose. Mais quelque chose clochait. Les résultats d'autopsie n'étaient pas là. Et le médecin légiste qui avait signé le rapport n'avait pas de traces dans le système. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il chercha plus loin, et découvrit une lettre glissée dans le dossier, une feuille froissée, sur laquelle était écrit, en lettres tremblantes. Elle respirait encore quand ils l'ont mise dans le sac. Le cœur battant, Julien comprit que Marie-Ange avait peut-être été enterrée vivante. Il décida de retrouver sa famille pour en savoir plus. En sortant de la morgue ce soir-là, il sentit une présence derrière lui. En se retournant, personne. Mais une voix douce, presque un murmure, flotta dans l'air. « Nous te protégeons, Julien. Mais ce que tu sais, ne doit pas mourir avec toi. » Elle lui tendit une clé. La clé d'un casier qu'il n'avait jamais vu. Dedans, un disque dur. Toutes les preuves. Julien envoya tout anonymement. Une enquête fut lancée. Des arrestations eurent lieu. Et le nom de Marie-Ange fut réhabilité. Depuis, chaque nuit, Julien allume une bougie devant le casier 17. Pas par peur, mais par respect. Car il sait que dans le silence froid de la morgue, des voix continuent de veiller. Merci de m'avoir écouté. Et à cet instant, les néons cessèrent de clignoter. Le casier 17, désormais vide, était froid. Mais plus silencieux. Voici la suite et la fin de l'histoire de Julien dans un chapitre 3 et une conclusion pleine de mystères et de révélations. Julien ne dormait plus. Depuis qu'il avait entendu la voix de Marie-Ange, quelque chose avait changé. Des rêves étranges hantaient ses nuits. Des visages. Des noms. Des murmures. Des appels à l'aide. Il commença à fouiller les anciens dossiers de la morgue. Et ce qu'il découvrit glaça son sang, plusieurs corps avaient été déclarés morts sans autopsie complète, tous liés au même médecin légiste, celui qui n'existait pas officiellement. Julien fit des recoupements, et finit par comprendre, une organisation illégale utilisait la morgue pour faire disparaître des personnes gênantes. Il les déclarait mortes à la suite d'overdose ou d'accidents, et les faisait enterrer vivantes ou transférer ailleurs. Marie-Ange n'était que la première à lui parler. Une nuit, alors qu'il s'apprêtait à tout dénoncer à la presse, Julien fut visité une dernière fois par une silhouette qu'il connaissait bien, Marie-Ange. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Derrière elle, se tenait